bienvenue à la Vieille Charité. Je suis très contente de vous voir ici, de vous voir si nombreuses et nombreux. Donc on est vraiment ravis que cet événement soit là avec vous, de voir tellement de visages dans ce lieu qui était fermé quand même pendant 2 ans. Et je tiens à remercier les organisatrices de ce forum qui sont doctorantes chez nous, donc qui ont vraiment autre chose à faire dans leur vie. Donc on est vraiment très très reconnaissante aussi à elles. Pour nous, ce forum du vendredi après-midi est un des moments forts du festival. Donc voilà, je pourrais dire, je suis contente que vous soyez là. Aussi les invités là, que je bloque de vue. Donc merci d'être venus, d'avoir fait l'effort de venir, de faire les déplacements ici. Une dernière chose, donc il y a un festival, donc c'est une manifestation, vous êtes tous et toutes bienvenus pour toutes les autres manifestations, il y a des programmes, donc il reste encore 3 jours, pareil, venez, la plupart des choses sont gratuites. Deuxième chose, c'est un forum et un débat, je pense avec la jeunesse de Marseille, c'est ça dans le programme. Donc c'est vous, donc débattez, posez des questions, parlez, dites des choses, c'est ça le but. Donc le but c'est qu'on entende toutes les voix qui sont là et pas seulement les voix qui sont sur le podium. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle, donc voilà, allez-y. Donc Merci Judith. Et bon après-midi à tout le monde. Moi je m'appelle Diletta et voilà, j'ai organisé ce festival, ce forum, c'est un peu trop, avec Cecilia et Tamara. Et je vais juste faire une petite introduction avec Tamara en fait, pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pendant ces 2 heures. Déjà, on appelle ça un forum. Le forum, en fait, c'est un mot un peu ancien qui indique la place. L'idée, c'est d'avoir une place. Alors, oui, c'est comme une place, on n'est pas vraiment placés tous au même niveau. Il y a une scène, il y a un public devant nous, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on puisse être ensemble, se rencontrer et dialoguer un peu comme on faisait un temps, il y a un moment, dans les places, quand il n'y avait pas de moyens d'information, des médias, des réseaux sociaux sur lesquels se rencontrer, partager des informations, et du coup qu'on puisse partager des informations avec vous aujourd'hui et partager des expériences. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est nombreux, c'est très difficile de prendre la parole face à des gens qu'on ne connaît pas. Essayez de le faire, osez. Il n'y aura pas de bonnes questions, de mauvaises questions. On n'est pas là pour vous juger, pour vous noter, pour vous mettre des notes, tout ça. On est vraiment là pour essayer de construire ensemble ce moment avec vous. Et d'ailleurs, ce qu'on pense intéressant, c'est vraiment d'avoir un peu, d'entendre vos voix, comme Judith le disait, parce qu'en fait, nous, on fait partie du monde des associations, du monde de l'université. Et souvent, en fait, les informations que nous, on reçoit et les données qu'on récolte pour mener à bien notre travail, notre recherche, ça vient des gens qu'on rencontre dans les places, dans les endroits, sur notre terrain. Du coup, ce n'est pas juste dans les livres qu'on trouve les informations qu'on veut. C'est très important de lire et d'avoir une bibliographie importante, tout ça. Mais c'est vraiment dans la rencontre avec les personnes. Et du coup, c'est aujourd'hui, nous, ce qu'on vous demande, c'est de nous aider et de nous apprendre aussi des choses, parce qu'il y a sans doute plein de choses que vous savez, que nous, on ne sait pas, et qu'aujourd'hui, on peut apprendre de vous. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à partager des choses et de construire ensemble ce moment, et ça dépend vraiment de vous. Nous, on a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas tout fait. Là, il y a la moitié de ce forum, ça se met en place aujourd'hui avec vous, avec un peu un côté performatif qu'on va mettre en place ensemble. Voilà. Du coup, ça, c'est un peu pour la méthodologie et sur le comment, en fait, on va imaginer ces 2 heures avec vous. Comme elle a dit, Judith, il y a un micro qui va circuler, mais n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, s'il y a des doutes, des choses que vous ne comprenez pas. Essayez vraiment de nous interrompre aussi à des moments. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est un peu ça l'idée d'essayer de dialoguer avec vous. Voilà, je l'ai dit plein de fois. Je passe la parole à Tamara. Bonjour. Donc, on propose de réfléchir aujourd'hui à cette ville qu'on vit tous ensemble, à Marseille, sous l'angle des migrations. Et avant de commencer, j'aimerais présenter en fait nos invités qu'on a très content d'accueillir. Du côté des associations, ça va être donc Federico Brivio et Marta Stalla
qui présente Collectif Transborder et ils vont parler de leur projet QXA et de Welcome Map. Après, il y aura Amine Kessassi et Nina Gerbeau de l'association Conscience. Du côté des chercheurs, donc on a le plaisir d'accueillir Michel Agier, qui est anthropologue, directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche à l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement. Et Noé Guéraud, qui est géographe, cartographe et économiste, qui est actuellement postdoctorant à à l'école urbaine de Lyon. Et comme disait Dilette, donc, nous, on est 3 dans l'équipe d'organisation. Et je pense on peut commencer. Je passe la parole à Cécile qui va présenter les premiers intervenants. Voilà, merci aussi de ma part. On va donc commencer cet échange et on va le faire par le récit d'Amine Kessassi qui est ici et qui présente l'association qui a ensemble avec quelques copains copines qui sont là aussi, cette association qui s'appelle Conscience. Et en fait, ce qu'on propose, c'est d'écouter ce récit qu'Amine va nous livrer avec beaucoup d'attention. Parce que d'ailleurs, ce travail d'écoute de la parole des personnes, des autres, c'est vraiment une des pratiques fondamentales et les plus basiques pour les chercheurs en sciences sociales. Du coup, qu'on soit anthropologue, sociologue, mais aussi géographe et même des économistes peuvent parfois baser leur travail sur l'entretien et donc la rencontre des personnes et les dialogues. C'est vraiment une pratique qui est à la base des sciences sociales. Et qu'est-ce que ça veut dire écouter la parole, le récit de quelqu'un? Ça veut dire que voilà, on écoute, on prête attention, on garde à l'esprit les questions qui peuvent surgir d'après ce qu'on écoute, et aussi en fait les informations, les données qu'on peut tirer de ces rencontres peuvent nous servir pour qu'elles soient croisées avec les données qu'on obtient d'autres rencontres, d'autres entretiens. Et donc, l'écoute du récit d'Amine sert vraiment à ça aussi pour vous, pour la salle. Voir s'il y a des questions qui surgissent pour vouloir aller plus loin pour en savoir plus, mais aussi essayer de saisir les points forts de ces récits, de les garder à l'esprit et de voir si tout au long du forum, de ce que va être dit après et montré après, fait écho à ce qui a déjà été dit par Amine et que du coup, il y aura peut-être des pistes de travail, de questionnements qui vont se dévoiler comme ça parmi nous. Alors, je passe la parole à Amine. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous dire à quel point je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je pense que tous ces temps de discussion, tous ces temps de débat et d'échange sont très importants pour construire la société de demain, pour construire le monde qu'on va récupérer dans quelques années. Alors, puisque c'est également un temps d'échange, moi je voulais juste, en propos introductif, demander qui connaît l'association Conscience ? Ok, on a une personne, super, 2, 3. Ok, donc bon, l'association commence à se faire connaître un peu sur Marseille. Donc voilà, du coup on est sur notre site internet et l'association Conscience, pour vous la présenter rapidement, je ne vais pas non plus m'étaler, on l'a fondée avec plusieurs jeunes de lycée professionnel l'an dernier, en juillet 2020. Et l'objectif principal de l'association, c'est de montrer que oui, on peut être des jeunes, on peut être issus de bacs professionnels, on peut être issus de quartiers défavorisés, on peut être des enfants d'immigrés également, et pourtant avoir notre place dans la société, avoir notre place dans les prises de décision et avoir notre place dans le milieu associatif. Montrer que
c'est pas parce qu'on n'a pas le nom de famille qui correspond à beaucoup d'entreprises ou à beaucoup de citoyens que nous sommes des sous-citoyens et qu'on ne devrait pas agir, et qu'au contraire, en sortant d'un bac professionnel, en sortant des quartiers défavorisés, on peut avoir la force, on peut avoir l'envie et le courage de monter une association. Donc on a mené différentes actions jusqu'à présent, qui étaient essentiellement écologiques. On a mené des actions d'opération de nettoyage dans les quartiers défavorisés. On a mené plusieurs marches blanches pour dénoncer la hausse de criminalité dans les quartiers nord. Et on s'est malheureusement beaucoup mobilisé en question d'immigration parce que chaque année, le gouvernement fait sortir un quota de personnes à expulser, de personnes à renvoyer chez elles. Et malheureusement, on en a fait les frais, nous, au sein de notre équipe. 2 personnes ont été arrêtées. Parce qu'elles ont eu 18 ans à ce moment-là, et donc elles devenaient majeures et donc expulsables. Et donc du coup, malheureusement, on s'est retrouvés nous, on avait tout juste 16 ans, ils étaient plus âgés que nous. On s'est retrouvés à devoir se mobiliser devant le centre de rétention qui est au Canet. Et en fait, c'est une sorte de prison administrative où on enferme des gens parce que ils n'ont pas le bon nom de famille, parce qu'ils ne viennent pas du bon endroit et parce que malheureusement, ils ne sont pas en situation régulière. Donc on s'est mobilisé pour nos 2 camarades. Le premier s'appelle Montassar, il avait 18 ans, il a aujourd'hui 20 ans, et il venait de Tunisie. Donc son histoire, je me permets aujourd'hui de la raconter, en ayant bien évidemment demandé l'autorisation de raconter son histoire, et elle a déjà été divulguée. Montassar c'est l'enfant d'un des anciens gardes du corps du président tunisien, et qui du coup, dès que le président tunisien a quitté le pouvoir et que son papa est décédé, la famille de son papa a exigé à ce que la maman se remarie avec le frère. Elle a bien évidemment refusé et elle s'est immédiatement opposée à ça. Et donc ils ont reçu beaucoup de menaces. La police venait tous les jours chez eux. Montassar n'allait plus à l'école. Ses petits frères et petites sœurs également étaient menacés au quotidien. Et donc ils se sont retrouvés ici en France. Et moi je me souviens qu'on s'était d'abord mobilisé au sein de notre lycée parce que Montassar, au-delà de ses cours, parce que nous on va tous en cours aujourd'hui et c'est tout ce qu'on fait et on se plaint parce qu'on a des devoirs le soir, mais Montassar, le soir, dès qu'il sortait des cours, il allait travailler, il allait au marché aux puces pour ramasser des fruits, des légumes et pour pouvoir nourrir sa famille. Donc avec l'argent qu'il récoltait, il nourrissait ses frères et ses sœurs, il aidait sa maman à payer le loyer. Et donc au final, le lendemain matin et le premier jour, il est arrivé 2 heures en retard parce qu'il a rattrapé son sommeil. La semaine d'après, il a raté 2 heures puisqu'il fallait encore qu'il aille travailler, et ainsi de suite, jusqu'à qu'il ne puisse plus venir en cours. Et nous, on s'est mobilisés avec nos professeurs qui ont tout de suite accepté, et la direction aussi, de ne pas comptabiliser ses absences et de lui envoyer les cours à la maison. Et du coup, chaque semaine, il y avait quelqu'un de la classe qui était chargé justement de lui envoyer ses cours. Et c'est pas tout. Après, on a également eu un autre camarade, Aboubacar, qui lui a une histoire un peu plus tragique. Il a quitté un pays d'Afrique subsaharienne, je sais plus quel pays, je suis désolé, mais il a quitté un pays d'Afrique subsaharienne et de son orientation sexuelle, il a été obligé de partir. Dans sa tribu, c'était pas accepté l'homosexualité, donc du coup, arrivé ici, on s'est un peu occupé de lui, mais rapidement, dès qu'il a eu 18 ans, il allait à la préfecture tous les jours pour signer un papier, un acte de présence. Et au final, un matin, il est arrivé à la préfecture et on lui a dit tu ressors pas, tu restes ici. Il l'a emmené au centre de rétention, pareil que Montassar. Donc ils avaient tout juste 18 ans. À 18 ans, ils se sont retrouvés enfermés. Et donc du coup, on s'est mobilisé également pour Aboubacar, qui au final a été expulsé vers l'Italie. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus beaucoup de nouvelles et pour sa sécurité également, on a fait mine de ne pas savoir où est-ce qu'il était. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, il va très très bien et que tout se passe bien pour lui. Et puis, l'association, elle est vraiment initialement sur des aspects écologiques. C'était vraiment montrer que les jeunes des Bac Pro, que les jeunes des quartiers nord, ils pouvaient s'engager en termes d'écologie. Mais très vite, on s'est rendu compte que l'écologie tout seul, ça remet à absolument rien. Que l'écologie tout seul, c'était rien du tout. Que si on voulait justement un monde écologique et que si on voulait que la lutte écologique parvienne à quelque chose, qu'il fallait qu'à côté de ça, qu'il y ait une réelle justice, qu'il y ait de l'égalité des chances, qu'il y ait de l'égalité pour tous et pour toutes. Donc on s'est immédiatement ouvert à toutes les thématiques, on s'est immédiatement ouvert à la culture, à la solidarité, avec distribution de colis alimentaires. Depuis le début de la crise sanitaire, on est à plus de 700 colis alimentaires distribués.
plus de 23 manifestations, plus de 23 mobilisations dans des établissements. Moi, quand je déballe le bilan, c'est pas pour dire bon ben regardez ce qu'on a fait, c'est génial, mais c'est juste pour montrer qu'on n'a pas eu de moyens. Le gouvernement, les municipalités, les collectivités ne nous ont donné aucun moyen et pourtant on a réussi à mener des actions. Donc c'est pour vraiment montrer que tous à notre petite échelle, on peut faire quelque chose et on peut se sentir impliqué. Et sur les questions d'immigration, ah, il y a quelqu'un qui lève la main, pardon. Quelqu'un a levé la main. Oui, oui. Alors, est-ce que le micro peut tourner? Super. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. L'objectif, c'est vraiment construire quelque chose. Et bon, pour nous, en tout cas, avec Nina, étant donné qu'on a le même âge que vous, je trouve que le rapport est plus simple et c'est beaucoup plus simple pour discuter entre nous. Oublions les adultes pour aujourd'hui. Désolé, je vous laisse à l'écart. Bonjour. Bonjour. J'avais vu sur la province que le fondateur de votre... Tu peux peut-être te lever pour qu'on te voit? Ah, je me lève? Ouais. Bravo. Bonjour. J'avais vu sur la province que le fondateur de votre association, il s'appelle bien Amine, c'est ça? C'est moi, enchanté. Ah, c'est vous? Oui. Ben, enchanté. J'ai vu que vous étiez retourné dans votre quartier natal et que c'était, je crois, votre première action que vous avez fait pour votre association, c'est ça? Alors, premièrement, j'aimerais bien savoir quel quartier c'était. Alors, c'était le quartier de Frévalon, dans le 13e arrondissement. Ah, ok, ça va, merci. Et après, quel était le but de cette action? C'était pour faire quoi? Alors, cette opération de nettoyage, c'était pour montrer justement que les jeunes des quartiers défavorisés pouvaient s'intéresser à l'écologie. Et c'était pour montrer à ces jeunes, parce que ce jour-là, il y avait beaucoup d'enfants qu'on qualifie d'immigrés, de personnes qui viennent de squats, notamment le squat de Saint-Just, qui était venu nous aider. Et c'était pour montrer que dans notre mouvement, on était pluriel, on avait tous des singularités différentes. Et pourtant, on sait faire société et on sait mener des actions tous ensemble. D'accord. Ben, sachez que je trouve que c'est un très bel acte. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Je vois une autre question là-bas. Il y a le jeune homme. Tu peux peut-être te lever. Ah, il m'entend pas. Ah oui, c'est vrai. Merci. Alors juste les personnes qui prennent la parole, je peux vous laisser juste vous présenter, éventuellement dire qui vous êtes, de quel établissement vous venez. Bonjour, je m'appelle Nils, je viens du collège Jean Malrieux et je me demandais par rapport à vos actions, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter que vos collègues soient rejetés et quel impact ça a eu, même s'ils ont quand même été rejetés. J'ai pas compris la question, pardon. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait comme action pour éviter que vos collègues soient renvoyés dans leur pays ou rapatriés autre part, et aussi quel impact ça a eu, à part seulement juste parler. Okay. Non, mais j'ai compris. Donc la question, c'est comment on a mis en place des actions pour éviter que nos collègues partent et quel impact ça a eu. Ok. Alors les actions, c'est tout d'abord, on a commencé à faire des pétitions. Et puis au bout de 3 jours en centre de rétention, on s'est dit bon bah c'est un peu hypocrite si on s'arrête à faire des pétitions et qu'on reste nous chez nous et lui dans un centre de rétention, à part signer un papier, on n'a rien fait d'autre. Donc on s'est arrêté pendant plus d'une semaine, on a décidé de plus aller en cours. On venait au lycée et on restait devant notre lycée avec tous nos camarades. Puis après on a mené une action devant la préfecture, voilà, comme on peut voir ici, qui a été vraiment médiatisée. On a contacté plusieurs associations, puisque là, c'était le noyau de Conscience. Conscience est né de ces événements-là. Donc, on a contacté le RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, le RUSF, Réseau Universitaire Sans Frontières, et toutes les associations qui militent, Ligue des droits de l'homme et tout ça, qui militent en faveur des jeunes issus de l'immigration. Et donc, on s'est mobilisé là devant la préfecture. Puis ensuite, on s'est mobilisé devant le centre de rétention. Et là, la tension est un peu montée. On a lancé des pierres sur le mur symboliquement pour faire tomber le mur qui nous sépare de la cour. Puisque le centre de rétention, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que c'est, mais c'est au Canet. Et il y a un petit mur où en fait on voit tout le monde, on voit la cour et on est en hauteur et on peut apercevoir toutes ces personnes qui sont prisonnières malheureusement et donc du coup on a essayé de casser ce mur pour montrer notre colère et montrer qu'on voulait que ça s'arrête et qu'on voulait récupérer notre camarade qui n'avait rien à faire dans une prison et donc on s'est mobilisé devant le centre de rétention
à l'issue de ça, on a quand même obtenu des droits de visite, puisqu'à ce moment-là, c'était très très compliqué avec tout ce qui s'est passé en termes sanitaires, etc. Donc on s'est mobilisé devant le centre de rétention. Ensuite, on a réussi à entrer le voir, à lui apporter un repas, à faire en sorte que sa maman vienne le voir à l'intérieur, voir s'il y avait une association qui s'occupait de lui, s'il y avait un avocat qui voulait éventuellement reprendre la démarche. On a organisé une cagnotte pour sa maman, pour l'aider à tenir, puisqu'on savait que Montassar était le soutien familial. Et puis après, on a payé les frais d'avocat, puisqu'on a demandé à avoir un avocat, une avocate. Et ensuite, on s'est organisé avec plusieurs associations, le collectif Soutien Migrante 13, El Mamba, la coordination des sans-papiers pour taper de partout où est-ce qu'on peut, auprès du rectorat, auprès du ministère de l'Éducation. On a envoyé une lettre en disant que le ministère de l'Éducation n'était peut-être pas responsable des immigrés, mais qu'en tout cas, il était responsable de tous ses élèves et que tant qu'un élève est inscrit dans un établissement, que tant qu'un élève est élève de l'éducation nationale, la maison éducation nationale lui doit protection. Et au final, on est d'accord, oui, Montassar a été expulsé, mais on n'a pas rien fait, on n'est pas resté les bras croisés à regarder ça, et on a raté plus de 15 jours de cours. Et durant ces 15 jours, c'était juste génial de voir toute cette solidarité, les autres classes qui également fermaient en nous voyant nous mobiliser. Et on a pu échanger justement avec plein de jeunes sur ce que c'était l'immigration, sur est-ce que c'est normal justement parce qu'on n'est pas né en France et qu'on vient travailler, et qu'on vient à l'école et qu'on a de très très bonnes notes, est-ce que c'est normal de se faire arrêter et d'être enfermé dans des centres de rétention? Donc d'ailleurs, je peux peut-être vous poser cette question, est-ce que pour vous, vous trouvez cette situation normale? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà vu des histoires similaires? Est-ce que quelqu'un va éventuellement prendre la parole? D'accord. Ah si, super. Ok. Tu peux peut-être te lever et quand tu as le micro, tu te présentes. Bonjour. Je m'appelle Sérine. Je suis du collège ISO. Tu peux peut-être juste baisser ton masque pour la prise de parole et le remettre plus tard. Je suis du collège ISO. Par rapport à ce que vous étiez en train de dire, c'est pas normal. Quelqu'un qui a des bonnes notes, il a les mêmes chances que tout le monde, voire plus de chances parce qu'il travaille bien. Et puis, il n'a pas le droit d'être... qu'on ne l'accepte pas. Totalement. Bravo à toi. Ouais, on a quelqu'un juste ici devant. Pardon. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Et je me présente, je m'appelle Lucas, je suis au collège Longchamp. Mais en fait, j'ai envie de dire que même si vous avez de mauvaises notes et que vous venez de quelque part, pas d'en France, pourquoi on vous expulserait en fait? Vous êtes là et vous resterez là. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est Noah, c'est ça? Tu t'appelles Noah? Lucas, pardon. Lucas, écoute, il y a une place si tu veux monter avec nous, c'est avec plaisir. Voilà. On peut l'applaudir. Donc Lucas, c'est la nouvelle star du festival. Lucas, c'est super, c'est vraiment la réaction que j'attendais et j'ai justement accentué sur le côté des bonnes notes et c'est totalement important de souligner le fait qu'on ait des bonnes notes ou de mauvaises notes, ça ne justifie en aucun cas le fait de se faire arrêter, le fait d'avoir 18 ans et de passer plusieurs semaines en centre de rétention
et d'être expulsé, tout ça parce qu'on est malheureusement né au mauvais endroit ou parce qu'on n'a pas le bon nom de famille. Donc c'est bien évident que peu importe les notes qu'on avait, peu importe la personne qu'on est et l'origine qu'on a, on ne mérite absolument pas de se faire enfermer dans un centre de rétention et surtout de se faire expulser pour X ou X raisons. Voilà. On a peut-être une autre intervention? Ouais, super. C'est pour... Je me lève. C'est pour quand votre prochaine manifestation? C'est quand votre prochaine manifestation? Notre prochaine manifestation. D'accord. Donc déjà, comment tu t'appelles? Zacharia. Zacharia. Tu es de quel collège, Zacharia? Jean-Malrieux. Ok. Alors notre prochaine action, là, ce qu'on est en train de faire, ça n'a aucun rapport avec l'immigration. C'est également dans notre engagement, montrer que les jeunes des quartiers défavorisés peuvent s'engager et mener des actions. Il y a quelques temps, on a accueilli avec l'association le président de la République ici à Marseille pour lui faire part de notre colère face à la situation et à l'abandon de l'État dans les quartiers nord. Et il y a quelques jours, on a accueilli une ministre qui s'appelle Nadia Hay. Bon, elle n'est pas très connue, mais c'est une ministre qui s'occupe de l'action territoriale. Et notre prochaine action, c'est justement organiser une autre marche en l'honneur des familles de victimes de tout ce qui se passe à Marseille, de toute l'actualité, et d'essayer justement de construire le plan Marseille, parce que nous, dès qu'on a accueilli le président, on l'a alerté en lui disant que construire un plan à Paris, ça ne servait à rien du tout, et qu'au contraire, nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il construise son plan ici, avec nous, avec les jeunes, avec les migrants, justement, avec les familles de victimes et avec tous les acteurs associatifs qu'il y a sur Marseille. Donc elle sera plutôt basée sur ça, mais après, bien évidemment, nous, on a un large tissu associatif à Marseille et on se tient prêt à se mobiliser avec d'autres associations sur différentes thématiques et sur toutes les questions d'actualité. Pardon? Je me demandais quelle loi permet d'autoriser à n'importe quelle forme d'autorité de pouvoir sortir quelqu'un du pays juste en disant n'importe quoi, je suis un CRS, je suis un policier, je suis le président et donc je décide que toi tu sors. Qu'est-ce qui permet et comment ça se fait juste que c'est atterri dans toutes les lois françaises? Qu'est-ce que ça fait là, quoi? Alors, très très bonne question, hein, et c'est justement l'objet de tout ça, c'est l'objet de toutes les questions que se pose le chercheur. Je laisserai peut-être la parole au chercheur pour un peu nous donner la réponse à ce sujet. Et bravo, en tout cas, ta question est très très pertinente. Alors bonjour, et comment tu t'appelles du coup? Vince. Linz, d'accord. Écoute, c'est une très très bonne question, parce que c'est la question du droit. Alors je vais pas vous faire un discours du tout, hein, mais c'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, on est considéré comme relevant du droit de l'aide à l'enfance. Et donc, d'où que vous veniez, quel que soit le statut de vos parents, si vous êtes sans protection de parents, si vous êtes isolé, tout seul, etc., vous avez droit à une protection qui est alimentaire, sociale, vous êtes scolarisé, etc. Comme les autres enfants, ça c'est un principe universel, il existe dans le droit international un droit universel de protection de l'enfant, le droit des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? À 18 ans, on est considéré administrativement comme n'étant plus enfant. À 18 ans, du jour au lendemain, vous étiez enfant et tout d'un coup, vous devenez adulte. Ça vous arrive déjà ou ça va vous arriver. Et donc, à ce moment-là, vous relevez d'un autre droit, qui est le droit de la migration en général, des adultes. Et à ce moment-là, la personne qui se retrouve là, elle est traitée comme quelqu'un de 40 ans, de 50 ans ou de 60 ans, qui se retrouve sur un lieu sans avoir les papiers, sans avoir le visa, etc. Et il rentre dans l'infernal labyrinthe d'obtenir des papiers, d'obtenir le droit de rester là, d'avoir un logement, d'avoir un travail, etc. Et donc, ce que fait la police, finalement, les policiers, c'est rien, on s'en fout. Enfin, les policiers, ils exécutent la loi. Et cette personne devenue adulte relève du droit de la migration qu'on applique aux adultes. Vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas de papier, vous êtes donc expulsable. Expulsable, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Tous les gens qui sont dans les associations ou qui travaillent, qui étudient l'immigration le savent, ça s'appelle OQTF. Tous les avocats le connaissent, OQTF. Apprenez bien
ce sigle, vous le verrez très souvent si vous vous intéressez aux questions migratoires, obligation de quitter le territoire français. Et donc à ce moment-là, c'est encore plus de mobilisation qu'il faut parce qu'il y a effectivement énormément de gens qui sont expulsables en France. Il y a à peu près 400 ou 500 000 personnes qui sont étrangers sans papier et qui peuvent rester quand même parce qu'ils n'ont pas été expulsés, parce qu'il n'y a plus de place dans les centres de rétention, parce qu'ils ont quand même trouvé un travail mais sans papier. Et donc leur employeur peut les défendre, si on peut dire, pour les laisser à travailler, etc. Donc il y a énormément de gens en France qui sont dans cette situation, laissés un peu dans l'irrégularité et dans la précarité. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est qu'on a des mobilisations, etc., qui concernent tous les enfants, les migrants non accompagnés, les mineurs non accompagnés. Ça, c'est très important. Mais aussi, il y a les mineurs devenant majeurs. Il y en a qui les appellent les mijeurs. Les mijeurs, c'est les mineurs devenant majeurs qui, eux, se trouvent dans un vide juridique parce qu'ils sont en réalité encore un peu enfants. En tout cas, ils ne sont pas prêts à travailler, ils n'ont pas fini leurs études, etc., etc. Et donc là, il y a un vide du droit. Enfin, il y a un vide du droit, c'est-à-dire qu'on leur applique le droit de la migration et donc on les considère comme des migrants en situation irrégulière, expulsables, etc., etc. Après, c'est l'enfer pour ces personnes qui vont dans des centres de rétention, qui sont sont pas des prisons juridiquement, mais souvent sont considérées comme des prisons par ceux qui y sont. Au bout d'un moment, on n'a pas trouvé le moyen de les expulser dans leur pays d'origine. Des fois, on n'a pas le retour du pays d'origine, qui refuse, par exemple, de les accueillir en retour. Et donc, on les expulse après du centre de rétention, finalement, et donc ils se retrouvent à la rue. À ce moment-là, il y a d'autres associations qui peuvent les aider, mais jusqu'au moment où ils vont se faire arrêter, ils vont être à nouveau envoyés dans un centre de rétention, etc. Ensuite, ils vont rentrer dans la très longue procédure de la demande d'asile. Ils vont être demandeurs d'asile, c'est encore une autre catégorie, etc., etc. Donc c'est un labyrinthe qui peut durer des années. Et donc c'est important, je pense, qu'il y ait des mobilisations comme ça avant 18 ans, enfin avant que les gens arrivent à l'âge de 18 ans, et pour se préparer à ce moment où c'est toujours difficile pour tout le monde d'entrer dans l'âge adulte, mais là, c'est une précipitation violente, un basculement violent dans l'âge adulte sans droit, alors que la veille, vous aviez des droits en tant qu'étant considérés comme des enfants. Votre question tu peux peut-être te lever, super. Je suis Yann du lycée Langevin, j'ai une question. Et qu'est-ce qui est arrivé au reste de la famille de Montassar? Qu'est-ce qui lui est arrivé après son expulsion? Alors, la famille de Montassar a un petit frère et une petite sœur qui sont tous les deux au collège. Et du coup, ils sont restés ici. Sa maman, elle, n'a pas été expulsée. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est la cohérence du système. Et donc, ils sont restés là. Et du coup, sa maman, après ça, a trouvé un autre travail qui était cette fois-ci à temps plein pour pouvoir s'occuper de ses deux autres enfants sans compter sur l'appui de Montassar. Et donc, ses deux autres frères et sœurs sont tous les deux au collège et ils suivent leur scolarité. Et malheureusement, ils ne peuvent pas monter en Tunisie pour le voir parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et donc, du coup, ils sont toujours ici à Marseille. Bonjour. Pardon, 2 petites secondes. Donc, qu'est-ce qui va leur arriver quand ils auront 18 ans? J'espère que d'ici là, ils auront trouvé une solution. Je sais que le dernier... j'espère que les deux, d'ici là, auront trouvé une solution et que leur situation sera régularisée. Du moins, en tout cas, on se tiendra aux côtés et on espère et on se battra pour que leur situation soit régularisée. Juste peut-être par le travail. S'ils trouvent un travail, ils peuvent se régulariser. Totalement. Alors c'est ce qu'on a proposé à Montassar par la suite. Maintenant qu'il est en Tunisie, il vient d'obtenir son baccalauréat en Tunisie, son bac gestion administration, enfin une équivalence. Et donc du coup, d'ici là, on espère lui trouver une promesse d'embauche, un contrat, quelque chose qui pourrait le faire revenir. Et pour ses autres frères et sœurs, bien évidemment, le travail pourra leur permettre de trouver une solution pour régulariser leur situation. Vous savez, pour eux, régulariser quelqu'un, il y a plein de failles. Enfin, c'est même pas une définition qu'on pourrait avoir.
c'est du jour au lendemain, tu passes d'irrégulier à régulier, et du coup, il faut trouver une faille. Donc, c'est soit par le travail, soit par demander l'asile politique, soit pour avoir une raison sanitaire. Enfin, il y a beaucoup de failles qui permettent. Elles sont très très compliquées et malheureusement, elles sont très très petites et il faut forcer pour réussir à accéder par le biais de ces failles. Mais des solutions existent pour pouvoir les faire rester, bien évidemment. Elles sont malheureusement compliquées, sinon on aurait fait rester tout le monde depuis le début. Mais j'espère que d'ici là, d'autres solutions et d'autres choses se seront développées pour qu'on puisse permettre aux nouvelles personnes qui, comme Montassar, comme Aboubacar et comme tant d'autres, puissent rester ici en France. Parce que moi, ce matin, j'étais à une interview pour Maritima. Et on était sur le plateau, donc à la fin, on me pose une question que j'ai trouvée hyper intéressante. Et le monsieur me demande, c'est quoi la République pour vous? Et moi, je lui réponds, la République, bah, c'est nous. Et du coup, il me demande d'argumenter, de préciser. Je lui dis, bah, je ne peux pas préciser, c'est nous, la République, c'est tout. Enfin, c'est toutes les personnes qui sont ici, c'est tous les Aboubacar, c'est tous les Montassar, c'est toutes les personnes qui essayent de se mobiliser, de se lever chaque matin pour trouver des solutions. C'est toutes les personnes qui, malgré nos différences, savent faire société ensemble, qui malgré nos différences, malgré nos singularités et malgré nos origines et tout ce qui nous différencie les uns des autres, bah, c'est savoir vivre ensemble, c'est savoir se lever le matin, se dire bonjour, c'est savoir construire le monde de demain tous ensemble et surtout savoir prendre son destin en main et montrer que bah oui, on est différents mais qu'on arrive très très bien à s'entendre et qu'on arrive à faire société ensemble car nous vivons sur une seule et même terre. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Farouk. Je viens du collège Jean-Claude Izzo. J'avais une question pour vous. En fait, vous, votre association, est-ce que vous avez déjà pensé un jour que tout ça aurait un rapport avec le racisme? Toutes ces questions, tu veux dire? Ah, vous pouvez lui repasser le micro, merci. L'histoire de Aboubacar et... Ah oui, moi je suis convaincu que dans nos institutions est ancré un très très grand racisme qui est dû à notre histoire, qui est dû à tout ce qui s'est passé dans le passé. Mais moi je pense que si on se mobilise tous et que si justement on essaie de faire prendre conscience, d'où le nom d'association conscience, qu'on essaie de faire prendre conscience à toutes les personnes, aux institutions, aux décideurs, aux policiers aussi, leur faire prendre conscience que justement ils ne sont pas obligés d'aller vers des jeunes qui portent des survêtements ou vers des jeunes qui sont typés, qu'au contraire on leur donne des consignes, je suis d'accord, mais qu'eux ils ne sont pas obligés de... C'est vrai que je ne vous ai pas raconté, mais Montassar il s'est fait arrêter tout bêtement, hein. Il s'est fait arrêter même parce qu'il a été honnête malheureusement. Il descendait du bus à Belzunce, devant le centre bourse, pourquoi j'ai dit Belzunce, devant le centre bourse, et un policier est arrivé avec deux de ses collègues, ils lui ont demandé à tout le monde de présenter les titres de transport, il y avait des policiers et des contrôleurs, et le monsieur a demandé la pièce d'identité de Montassar, on se demande toujours pourquoi, et Montassar, puisqu'il a été très très honnête, il lui a donné sa carte de bus et il lui a dit non, j'ai pas de pièce d'identité monsieur, j'ai qu'une carte de bus. Il lui a dit oui, mais chez toi tu en as une? Il a dit non, non, j'ai pas de carte d'identité, j'ai qu'une carte de bus. Et donc du coup, je pense que ça répond un peu à ta question. Donc les policiers ont sûrement fait preuve de racisme, ont sûrement fait preuve de stigmatisation en allant uniquement vers lui, en demandant sa carte d'identité, alors que pour un contrôle de la RTM, enfin en tout cas personnellement, on m'a jamais demandé de montrer ma pièce d'identité pour un contrôle de bus. Hein. Oui, j'avais une question à vous poser. Oui. Quand vous avez exprimé vos propos au président, ça a été quoi sa réaction? Alors, mes propos au président étaient complètement différents de cette thématique. Hein. C'était pour, enfin, complètement, oui et non, hein, c'est bien évidemment lié, mais c'était au sujet de tout ce qui se passe dans les quartiers nord. Et donc, bon, au-delà du fait que ça soit le président, c'est vrai que personnellement, je ne l'ai pas trouvé intimidant, pas du tout. Et du coup, ce qu'il m'a répondu ou pas, je pense que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ce qu'il va faire après. Est-ce que justement, il va juste me dire « Ah oui, bravo, c'est bien ». Bon, enfin, je ne sais pas si vous avez pu voir ça, mais sa réaction, ça a été de me demander quel âge j'ai et d'applaudir.
Mais au-delà de ça, moi, c'est pas la réponse qu'on attendait, c'est pas la réponse que toutes les associations qui étaient mobilisées ce jour-là attendaient. Nous, ce qu'on attend, c'est un engagement de sa part, et ce qu'on attend, c'est qu'il revienne dans quelques jours. Au lieu d'injecter encore des milliards comme ça a été fait depuis des années, c'est qu'ils viennent avec cette fois-ci des propositions à nous faire, et le choix, surtout, nous laisser décider si on est d'accord, si on trouve que c'est bon pour nous ou pas bon. Merci. Rien. Je dis juste une chose technique. En fait, c'est vraiment génial qu'il y ait autant de questions. C'est vraiment, on ne pouvait pas espérer de mieux. Juste que dans une dizaine de minutes, on va passer à la deuxième partie, mais qui, bon, là aussi, il y aura plein de moments pour poser des questions. Donc si vous en avez que vous voulez garder en tête et les poser après, bon, rien sera perdu. Allez. Bonjour. Du coup, pourquoi le gouvernement ne parle pas... Je m'appelle Nancy, je viens du collège ISO. Du coup, pourquoi le gouvernement ne parle pas de la loi sur le regroupement familial et les laisse prendre des risques avec des passeurs? Voilà, si d'autres personnes dans la salle veulent répondre, peuvent aussi nous aider. Hein, c'est tout à fait possible. Ciao, moi c'est Martha, je travaille comme juriste en droit des étrangers depuis quelques années ici à Marseille, dans une asso qui fait justement du support juridique et de l'accompagnement. J'avais juste deux choses. Bon, c'est fantastique d'écouter, c'est fantastique d'entendre toutes ces questions. J'avais juste deux choses. Je reviens après un instant. Le discours sur le regroupement familial est énorme, est hyper compliqué et moi je pense que c'est une des moyennes qui sont utilisées pour réduire le nombre de personnes qui arrivent à migrer. En fait, en mettant autant de difficultés sur les voyages, le fait qu'on ne délivre pas de visas, le fait qu'on ne donne pas les regroupements familiaux ou les réunifications aux personnes qui ont obtenu une protection internationale, on réduit fortement le nombre de personnes qui peuvent arriver d'une façon sûre en France. Et j'ai l'impression que plusieurs gouvernements européens pensent que ça va réduire le flux des immigrations, alors que ce n'est pas du tout vrai, parce que si j'ai mon petit frère ou ma petite sœur qui sont restés dans mon pays d'origine, moi je ferais du tout pour la faire venir à côté de moi, même s'il s'agit de mon fils, de ma maman, etc. Et je pense que c'est une difficulté de plus qui rend un enfer, comme j'ai entendu dire avant, le parcours, et qu'au final, ce n'est pas une mesure effective de réduction au final d'immigration, parce que justement les personnes passent par des passeurs, risquent leur vie, et ça n'a aucun impact sur la décision de partir. Et comme j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions autour de éventuellement des amis ou des personnes que vous connaissez qui traversent la phase compliquée entre les 17 et les 18, en général, si vous avez besoin, si vous sentez qu'il y a un souci, si vous n'êtes pas sûr, etc., le premier bon réflexe, c'est d'en discuter avec la personne qui est proche de vous. Et sachez qu'il y a un tissu associatif et des dispositifs mis à disposition par des centres sociaux, par des associations, un peu partout à Marseille qui peuvent intervenir. Il y a des avocats qui sont plutôt militants, qui sont plutôt engagés. Donc en fait, chercher de l'aide petit à petit, c'est vraiment pas hyper compliqué d'arriver. Par exemple, chez nous, on a une structure gratuite, exactement comme il y en a plusieurs. Ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est déjà un bon réflexe de chercher de l'aide de quelqu'un qui soit bien calé dans toutes les difficultés du droit de l'immigration qu'on vient un peu d'annoncer, mais qui sont vraiment, vraiment énormes.
C'est trop chouette de vous écouter. Bonjour, je m'appelle Joachim du collège Jean Malrieux et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une forme de suivi administratif pour les enfants immigrés et les personnes venant en France sans papier? Ben oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'aide aux enfants, aux mineurs non accompagnés, les MNA. Donc là, en général, c'est des dispositifs qui sont dans les municipalités ou dans les départements qui donc viennent en aide aux enfants dont les parents sont sans papier jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est pour ça que quand on parle de l'accompagnement des enfants non accompagnés ou des enfants dont les parents sont en situation irrégulière, il faut aussi toujours penser au passage qui va arriver très rapidement à l'âge de 18 ans et où là on se trouve dans une situation juridique beaucoup plus compliquée. C'est différent, tout à fait différent de la question du regroupement familial qui a été posée. Et là j'en profite aussi pour juste faire une remarque sur la question du regroupement familial. C'est vrai qu'une fois qu'on a un petit peu éliminé tous les autres droits, notamment le droit de la migration par le travail, comme ça a été fait en 1974 avec la limitation du droit de la migration de travail, ou bien évidemment la réduction du droit d'asile, etc. Proportionnellement, le rapprochement familial devient finalement une des principales voies de migration légale, sachant que c'est réduit à la famille nucléaire, aux parents, enfants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tous les frères et les sœurs d'ailleurs. Je crois que c'est parents, enfants de la première génération, d'une génération, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même, c'est très réduit comme droit, c'est très limité. Il y a le droit de migration des étudiants, mais là aussi, souvent il y a des étudiants qui n'arrivent pas à obtenir les visas parce qu'il y a d'autres exigences qui vont avec. Et enfin, finalement, troisième élément juste d'information, là aussi, c'est un droit international, le droit de la famille, qui contraint les États à appliquer le rapprochement familial, comme ça a été dit par la personne avant qui est intervenue. Quand vous arrivez dans un pays et on vous donne la possibilité d'y rester, vous avez un travail, vous arrivez à trouver une résidence, c'est tellement l'histoire de Marseille depuis la migration des Arméniens dans les années 20, la migration des Maghrébins, d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, la migration des Italiens évidemment, des Espagnols, des rapatriés d'Algérie, etc., etc. Donc ça fait plein de migrations où à chaque fois, lorsque la personne, n'importe qui ferait ça, lorsque la personne arrive à s'établir à peu près quelque part, il a besoin d'avoir sa famille avec lui, son épouse, ses enfants, etc. Donc ça, c'est un droit, là encore, c'est un droit international, le droit de la famille qui donne le droit. Il y a des débats, il y a beaucoup de débats maintenant, vous allez en entendre plein dans les mois qui viennent. Prévoyez-le, armez-vous d'esprit critique, vous allez entendre des choses notamment terribles, même jusqu'à dire finalement le droit international, on s'en fout. Le droit international, on ne l'appliquera pas en France. Enfin, avec cette, voilà. Le problème, c'est que le droit international, ça sert à réguler les relations entre tous les pays. C'est quelque chose qui a été formé il y a déjà plusieurs siècles, en tout cas depuis qu'on appelait le siècle des Lumières, où on a commencé à dire qu'il fallait un droit de régulation du monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes règles, ça veut dire simplement qu'il faut qu'il y ait des droits à l'échelle mondiale. Et c'est aussi maintenant ce que demandent beaucoup d'associations, beaucoup de chercheurs, beaucoup de juristes, qu'il existe un droit réellement, un droit à la mobilité et un droit de la migration au niveau international pour que, au-delà du droit d'asile, qui est une partie seulement du droit de la migration, mais qui, comme vous voyez, qui est très difficile à appliquer dans de nombreux pays, qui est un droit de la migration et qu'on dise, qu'on arrête de dire que la migration c'est un problème, qu'on renverse le problème et qu'on dit, tiens, la migration c'est une chose naturelle dans le monde,
tous les humains migrent depuis que l'humanité existe, et donc on va essayer de réguler tout ça à l'échelle de la planète. Donc pour ça, il faut du droit international et des droits nationaux qui soient correspondants au droit international. Ça concerne notamment le droit, la question du rapprochement familial, ça concerne aussi la question qui a été abordée déjà plusieurs fois, le droit de l'enfance, le droit de la migration pour les familles en situation irrégulière et des enfants devenant majeurs, qui est une des thématiques les plus compliquées actuellement sur le plan juridique et aussi sur le plan humain, quoi. Vous l'avez bien vu avec ce que vous avez fait. Si je peux, oui, juste si je peux compléter une chose, puisque déjà j'avais eu envie de la dire avant. Bon, moi c'est Federico du collectif Transborder. Tout à l'heure on vous montrera ce qu'on fait. Nous on est plutôt du côté des associations, côté militant. Je vais vous parler d'un fait qui s'est passé à Marseille il y a 3-4 ans et qui est assez sympa comme anecdote, qui montre un peu comment nous les habitants, si on est militant, bien, mais même en tant qu'habitant de Marseille, on doit quand même garder les yeux ouverts et essayer de faire respecter les droits, puisque Michel il nous a dit que pour les mineurs, il y a des droits de prise en charge, de scolarisation, lui donner un toit, lui donner une maison. Ce qui se passait malheureusement à Marseille et qui se passe encore, c'est qu'il y en a certains qui accèdent à ces droits, et c'est par exemple ceux qui sont scolarisés. On a vu que même ceux qui sont scolarisés, ils peuvent être en danger. Ça peut arriver qu'un jour, il est assis à côté de moi à l'école, le lendemain, il n'y est plus. Mais il y a aussi beaucoup de mineurs qui n'arrivent même pas à être scolarisés, mais qui n'arrivent même pas à avoir un hébergement. C'est souvent ce qu'on appelle les MNA, mineurs non accompagnés. Et il y a eu à plusieurs reprises sur les derniers 3 ou 4 ans à Marseille, des moments où il y avait des centaines de mineurs, mais de plus jeunes que vous, des jeunes de 13 ans, 14 ans, qui dormaient à la gare, et pas une nuit. Ils dormaient à la gare pendant 3 mois, pendant 4 mois. Et il y a eu des moments où, à la gare Saint-Charles, il y avait, par exemple, 200 mineurs. Du coup, une chose que toutes les assos, que Amine disait, heureusement qu'à Marseille, il y a beaucoup d'assos, beaucoup de collectifs qui font des choses. Un jour, c'était 2018, je pense, ils ont organisé une manifestation pour les mineurs. Du coup, ils ont déclaré qu'ils allaient faire quelque chose pour les mineurs. Ils ont dit on va aller au Vieux-Port et on va demander que les droits soient respectés. Du coup, c'est ça qu'il faut faire gaffe. On a des bonnes lois en France, c'est le pays des droits de l'homme, ça on le dit tout le temps. Par contre, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à regarder, puisque les lois, elles y sont, mais après, il faut voir si on les applique. Du coup, ils ont fait cet après-midi au Vieux-Port. Ils ont ramené du coup beaucoup de ces mineurs qui dormaient à la gare. C'était l'hiver. À un certain moment, ils ont dit tiens, on va aller demander au curé de l'église qu'il y a sur le Vieux-Port. Vous voyez l'église Saint-Ferréol, qui est vraiment sur le Vieux-Port, là où il y a la rue de la République qui commence. Ils sont rentrés, ils ont dit bonjour, monsieur le curé, il fait froid aujourd'hui, c'est l'hiver. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un thé pour ces jeunes, les réchauffer un peu? Et en fait, tous les jeunes sont rentrés dans l'église et ils y sont restés 4 jours. Du coup, ça a été une action militante qui a mis une situation d'attente. En fait, ok, ce n'était plus juste le goûter sur le Vieux-Port. On reste dans cette église et maintenant, ceux qui devraient héberger ces jeunes, ils doivent donner des réponses. S'ils veulent venir ici, ils viennent ici parler. Sinon, que les institutions parlent entre elles, mais qu'elles trouvent des réponses pour ces jeunes qui dorment depuis des mois à la gare. Du coup, c'est un exemple d'une action qui avait bien marché. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu... Et c'était vraiment beau à voir, puisque du coup, dans l'église, il y avait une collaboration entre les gens qui s'étaient activés, les jeunes qui prenaient en main leur destin, ils pouvaient décider ce qu'ils voulaient faire. Et ça a été une victoire, puisqu'au bout de 4 jours, les institutions ont trouvé un bâtiment et ont hébergé ces jeunes. Bonjour, du coup. Bonjour. Du coup, je viens du lycée Saint-Charles et je voulais savoir comment tous ces processus ils se font, c'est-à-dire le cas par cas.
dans le sens où on a parlé du fait qu'il y avait des gens qui étaient expulsés, mais je pense pas qu'il y a toutes les personnes qui sont expulsables sont expulsées, ou c'est la même situation pour les mineurs non accompagnés, certains ont l'application du droit et d'autres non. Donc comment ça se décide en fait? Comment on décide, bah oui, à toi je vais te donner ton droit et à toi je vais pas te le donner? Comment ça se passe? Je commence. Oui, par l'expérience que j'ai, vous l'aurez compris, je ne suis pas français, je suis italien. Du coup, je suis un migrant privilégié, puisqu'en tant qu'Européen, c'est un peu plus facile. Mais c'est un peu la chance, c'est un peu les rencontres. En fait, si tu es un mineur, tu arrives à Marseille, tu connais rien de Marseille, ça se trouve au 3e jour que tu es ici, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Oui, moi je connais le Mamba », c'est un collectif qui est très actif au centre-ville. Ou bien tu peux aller à la CIMAD. Du coup, tu fais des rencontres. Si tu as de la chance, c'est des bonnes rencontres. Quelqu'un va te parler du réseau Éducation sans frontières, qui existe dans plusieurs lycées, dans plusieurs collèges, et qui se bat pour que les enfants puissent étudier. Du coup, de cette façon-là, si tu as la chance, tu vas arriver à quelqu'un qui connaît les lois et qui va t'accompagner. Il y en a d'autres que, même si c'est des jeunes très, très éveillés, très actifs, ils ne font pas la bonne rencontre. Et malheureusement, il y en a aussi qui font des mauvaises rencontres, puisque quand tu es à la rue et tu dors à la rue et tu dois manger, il y aura forcément quelqu'un avec des mauvaises intentions qui vient te dire « Ok, si tu veux, on peut faire ça, tu peux travailler un peu pour moi, tu vas gagner quelques sous » et tu ne sais pas quel type de plan c'est. Du coup, une chose, c'est sûrement la chance de faire les bonnes rencontres et que quelqu'un te guide vers la bonne direction. Et après, l'autre question, c'est que les institutions n'arrivent pas à donner des réponses à tout le monde et du coup, c'est un peu le premier arrivé mieux servi. Par exemple, les mineurs, s'ils sont bien conseillés, ils savent qu'ils doivent aller à une institution qui travaille pour le département, qui doit prendre en charge les mineurs, et ils doivent aller s'inscrire. Et là, selon les moments, tu peux t'inscrire pour avoir un hébergement, et il y a des périodes où l'hébergement, il n'y est pas. Et là, tu te mets dans la liste et tu attends. Et pendant que tu attends, tu es à la rue. Du coup, il y a aussi un problème du système qui n'est pas capable ou qui n'a pas assez de moyens pour donner les réponses à tout le monde. Certains ont la bonne réponse et d'autres non. Juste peut-être pour compléter, je pense que c'est quand même important de souligner, tout à l'heure je parlais de centres de rétention, c'est là où justement ces personnes sont enfermées avant d'être expulsées. Et nous, ce qu'à Marseille on s'est dit bon bah tiens, on va faire des économies, ça coûte un peu cher. Donc on a construit au sein du centre de rétention, au sein de cette prison, on a construit un petit tribunal, un petit endroit où c'est une toute petite salle qui est ouverte au public. D'ailleurs, nous on avait fait pour Montassar, pour Montassar et pour d'autres, on est parti justement à toutes ces séances-là et on est resté du matin au soir. Et donc en fait, il y a une juge qui arrive le matin, elle s'installe dans cette salle qui est à 2 pas du centre de rétention, donc les prisonniers ne sortent même pas de cette prison et ils sont jugés sur place. Et sur place, il y a des avocats qui viennent toute la journée, qui défilent, et toute la journée, la juge, elle entasse les dossiers, elle les fait passer les uns après les autres, elle les auditionne. Et puis après, les décisions se prennent et c'est comme ça qu'on expulse à grande échelle, c'est comme ça qu'on expulse avec une intensité qui quand même relève d'une intensité du Fordisme, où on fait passer dossier après dossier et où on accélère tout pour justement faire en sorte de respecter le quota qui a été fixé. Juste pour compléter, puis peut-être quelque chose qu'ils aient fait aussi, c'est sur la chance. On peut avoir une ordonnance de quitter le territoire et jamais être contrôlé et rester ici et peut-être arriver à débloquer notre situation, donc quelque sorte, soit à l'aide des associations, soit par ses propres moyens, en trouvant un travail. Soit on est contrôlé du premier jour, effectivement, on se retrouve en centre de rétention, on est jugé, on est rapatrié. Le spectre est tellement large, ça tient tellement de l'incapacité des institutions de gérer des choses, d'un côté des chances et d'un côté d'être accompagné, être aidé. Donc c'est un peu un mélange de tout ça qui fait qu'il y a des personnes qui sont contrôlées et sont expulsées tout de suite, et il y a des personnes qui sont irréguliers et puis vivre toute leur vie irréguliers dans un pays. Juste une chose, on prend une dernière question pour cette première partie, on passe à la deuxième, mais gardez vos questions parce qu'il y aura le temps d'y répondre. Ok. Bon,
Bonjour, je m'appelle Louis, je suis du collège Thiers et ce serait pour savoir en fait comment est-ce qu'on pourrait aider ces personnes émigrées en faisant une simple mais petite action sans forcément vraiment donner beaucoup d'argent ou je sais pas si c'est clair. Justement, ta question, elle est très très bien posée parce que ça va permettre au collectif ici de faire une transition et de pouvoir te répondre. Avant de répondre, je passe là. Voilà. Ouais, alors, c'est qui a parlé déjà? Tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Parce que j'ai oublié... Non, je veux juste son prénom. Je veux son prénom. Non, je veux son prénom. Yori. Yori, on peut aider tout le monde rien qu'en signant et en montrant qu'on est présent. En signant une pétition, en mettant 0 €, déjà on est présent, rien qu'en signant en fait. Enfin pour moi en tout cas c'est une action qu'on peut faire. Voilà. Attends, je voulais juste rajouter sur l'histoire du traitement aléatoire des dossiers. La question qui a été posée juste avant, il y a quelque chose qui n'a pas été dit et qui me semble très importante. C'est qu'il y a plusieurs squats qui ont été ouverts pour accueillir des mineurs. Il y en a eu un ici à Marseille qui s'appelait Saint-Just. Et il y en a un autre à Avignon qui s'appelle Rosemerta. Donc un squat, comme vous le savez tous certainement, c'est un lieu qui est illégalement occupé. Et il faut savoir que l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, envoie des jeunes dans ces squats parce qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens, certes, parce que la politique d'État font qu'ils n'ont pas les moyens, mais ne les accueillent pas, ne trouvent pas des solutions pour les accueillir. Ça veut dire que l'État lui-même s'adresse à des structures illégales pour loger des jeunes. Tant mieux, comme ça ils sont logés, ils ne sont pas à la rue, mais c'est un peu l'absurdité de ce système. Voilà, je voulais rajouter ça. Après cet échange... Ah, ok. Bonjour, je m'appelle Nina. Je voulais vous dire déjà que je suis très heureuse d'être ici pour pouvoir échanger avec vous. Et pour revenir à la question qui s'est posée, on a aussi, comme Lucas a dit, on peut signer des pétitions, etc. Mais on peut aussi s'investir dans une association. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous faire partager mon témoignage. Donc, comment je suis rentrée dans l'association d'Amine. Donc, pour commencer, une journée banale, je suis en ville avec mes copines. Et une voix m'interpelle, celle d'Amine, qui était très portante et vraiment très intéressante. C'est-à-dire que j'entends Amine, j'entends des personnes en colère, j'entends des personnes en pleurs, j'entends des cris, de la joie, tout ça mélangé. Et je m'intéresse, moi qui habituellement ne m'intéresse pas à ça. Donc là, je m'intéresse et quand je vois Amine qui est un peu libre, parce que il était vraiment débordé, quand je le vois un peu libre, je vais l'interroger, etc. Et là, tout de suite, ça a fait tilt et je me suis dit que nous sommes les acteurs de demain. Donc, je me suis dit, je me dois de m'investir pour mon monde, pour notre monde, pour que tout se passe bien par la suite. Et je voulais vous faire passer un message aussi. N'hésitez vraiment pas à vous investir dans n'importe quelle association, que ce soit la nôtre, c'est-à-dire l'association Conscience, mais dans n'importe quelle autre association qui pourrait aider quelconque personne. On doit être unis, solidaires pour avancer. Et voilà, c'était mon témoignage. Voilà, donc après toute cette très belle discussion, nous sommes prêts pour passer à regarder un peu plus de près les travaux d'une association qui se questionne sur les thématiques migratoires. Et pour les faire, en fait, cette association utilise des outils d'analyse et de visualisation des phénomènes sociaux qui sont un peu des outils qu'on utilise aussi dans les sciences sociales. Donc il y a à nouveau le récit, comme nous l'avons vu, un récit dense
amène à des discussions, peut amener à des discussions très vastes, comme ça arrivé à nous là maintenant. Mais il y a d'autres outils, dont par exemple la cartographie. Et donc je passe la parole à Federico et Marta du collectif Transborder qui ont créé ces sites QX1 qu'on ne voit pas, voilà, sur lesquels on peut retrouver des récits qui leur ont servi à organiser une réponse ou des possibles réponses pour des personnes qui arrivent à Marseille en tant qu'étrangères. Et voilà, je vous laisse. Alors, ce projet que vous voyez ici sous forme d'un site, c'est un projet qui est né il y a à peu près 5 ans. Et il vient un peu d'une expérience personnelle, si vous voulez, l'idée de créer ce site. Ça va? Tout le monde va bien? Donc, comme disait Federico, on est italien, donc on est étranger dans ces pays, on ne vient pas de très loin. Si vous voulez, on est même à niveau culturel pas trop loin de la France. Mais en fait, il se fait que quand on arrive dans un pays, on est quand même étranger, on se trouve face à toute une série de démarches administratives au-delà de la vie quotidienne, de trouver un logement aussi, il faut commencer à avoir un numéro de sécurité sociale, s'intéresser à plein de choses. Et quand on vient dans notre système, dans notre pays où les choses fonctionnent différemment, ben on part à zéro. Et quand on est seul, on est vraiment un peu perdu. On se trouve face à des difficultés qui s'enchaînent. Comme disait Fédé aussi tout à l'heure, on a des droits, mais il faut les connaître et il faut savoir comment y accéder. Et à partir de là, on s'est dit que toutes ces histoires qu'on entend, qu'on raconte, comme celle d'Aboubacar, en fait, c'est des sources de richesse. Chacun y porte en soi, avec son expérience, tout un tas d'informations qui peuvent être utiles à d'autres personnes qui arrivent après nous, qui peuvent rendre service. Et donc, une façon d'aider, déjà, c'est de partager nos histoires. Donc ça, c'était un peu l'idée à la base, de dire donc toutes les galères qu'on a pu rencontrer, nous, Italiens, qu'on vient de pas loin, qu'on a toute la facilité d'être Européens pour s'installer en France, pour faire nos études, travailler et se faire soigner. Ben, comment faire pour que ça puisse profiter à d'autres? Donc l'idée, c'est très simple, c'est collecter des histoires, collecter des expériences, des récits des personnes qui sont arrivées à Marseille. Donc on dit que c'est un site qui est dédié aux migrants. Bon, là, on n'a pas trop abordé la question, mais c'était un sujet intéressant aujourd'hui aussi de comprendre qui est un migrant, qui ne l'est pas, qui est étranger, qui arrive ici pour étudier, pour travailler, pour fuir une guerre, parce qu'il n'a pas de ressources dans son pays. Donc, c'est s'interroger un peu à cette notion. Donc, nous, on a voulu laisser les spectres assez larges et surtout d'essayer de représenter des personnes qui viennent de pays très différents et des milieux aussi un peu différents pour qu'on puisse partager des histoires, les croiser et essayer de fournir une sorte de richesse d'informations dont tout le monde peut bénéficier. Donc on appelle QX1 une plateforme, dans le sens qu'il est constitué de plusieurs médias, plusieurs moyens de diffuser l'information qu'on a collectée. Pour dire les informations qu'on collecte, en fait, c'est sur la forme d'entretien. Donc on propose à des personnes qui sont volontaires de raconter leur histoire. Ça peut être anonyme, donc souvent c'est le cas. Donc les prénoms des personnes que vous voyez, ce n'est pas forcément les personnes, leurs vrais prénoms. Et donc on a mis en place un système aussi pour traiter ces entretiens, ces histoires de vie, pour essayer d'extraire les informations aussi pratiques qui peuvent servir à d'autres personnes. Donc d'un côté, si on veut, on peut lire toute une histoire d'une personne qui arrive à Marseille, par exemple d'Afghanistan ou de Venezuela, mais on peut aussi faire des recherches sur des thématiques précises, donc comment se soigner à Marseille. Et là, on a des expériences de plusieurs personnes qu'on peut lire. Très vite, toutes ces informations ont donné vie à une carte. Et c'était aussi une demande, il y a quelques années, partagée par plusieurs associations et collectifs qui se disaient que ça aurait été très utile. Donc c'est une question comment aider les personnes qui arrivent, de fournir une carte, un peu comme désormais presque tout le monde a un smartphone, a accès à une carte interactive comme Google Maps, sur laquelle on trouve des informations. Et donc l'idée, c'était de cartographier toutes ces ressources de Marseille sur une carte interactive qui puisse donner facilement accès à des informations. Donc peut-être que je passe, vu qu'on a quand même très peu de temps, rapidement tu présentes l'application téléphone. Oui, du coup,
Martha vous raconter un peu le projet. Moi, je vais vous montrer en même temps sur le site la tête que ça a. Du coup, il y a des récits. C'est vraiment l'histoire de chaque migrant. Il y a des expériences, c'est les conseils les plus pratiques. Du coup, c'est les choses vraiment que nous voulons mettre en avant pour aider ceux qui arrivent aujourd'hui. Et sinon, il y a des lieux. Les lieux, c'est toutes les associations et collectifs qui s'activent pour aider les migrants. Du coup, quand vous demandiez comment on fait pour aider, une façon, ça peut être aussi d'aller sur ce site, regarder un peu les descriptions des assos, voir ce qu'elles font et voir ce que vous avez envie de faire. Et après avoir fait le site, effectivement, on s'est dit que ça pouvait être bien de faire une app, puisque la majorité des gens qui arrivent n'ont pas un ordi dans leur sac, mais ils ont un téléphone dans leur poche. Et du coup, on a fait il y a 2 ans cette application. Non, ça devrait aller comme ça. En gros, là, je suis en train de faire une projection de mon téléphone. J'ai ouvert l'application sur le téléphone et là, je vais vous montrer très rapidement comment elle marche. On retrouve la même carte qu'il y avait sur le site avec toutes les assos. Il y a même les guichets des institutions. Du coup, il y a la préfecture, il y a la plateforme asile où on peut aller faire la demande d'asile. Du coup, on met toutes les choses qui peuvent être utiles pour un étranger qui arrive. Et quand je dis étranger, parfois je dis étranger, parfois je dis migrant, puisque je n'ai pas encore compris la différence. Même pour moi, en tant qu'Italien, est-ce que j'étais un migrant quand je suis arrivé? Je ne sais pas. Par contre, j'ai été expulsé par la France et j'ai dû rentrer en Italie 2 jours. Du coup, finalement, je me suis retrouvé à ce moment-là à me dire, OK, peut-être alors j'étais un migrant avec une situation privilégiée, mais pas trop. La carte, on peut la naviguer sur la ville, on peut faire des recherches. Du coup, par exemple, on peut dire, je veux voir si j'ai un souci d'expulsion ou de papier, je vais activer droit papier et je vais regarder ce qu'il y a sur la carte. Du coup, il me filtre un peu toutes les structures qu'on a, mais vous voyez qu'il en reste quand même une vingtaine. Je peux aller voir ce qu'il y a. Nous, on est ici à la Vieille Charité, on voit le point bleu classique des cartes. Pas loin d'ici, il y a la CIMAD, par exemple. Du coup, je peux aller voir ce que c'est la CIMAD. Et il y a les classiques options qu'on a, comme dans Google Maps. Je peux les appeler, je peux regarder leur site ou calculer l'itinéraire pour y aller, ou je peux la partager avec un ami. Du coup, je peux lui dire, regarde, c'est en galère, je t'envoie cet assaut, je sais qu'ils aident. Et après, ça c'est ce qu'on essaye de faire pour enrichir les informations de base, puisque ces infos-là, si on les cherche un peu, on les trouve aussi sur Google. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que toutes les expériences qu'on a récoltées, on les associe à la fiche de la CIMAD dans ce cas. Du coup, on peut se dire, tiens, il y a quelqu'un qui a enregistré en français ou en arabe un descriptif de cet assaut. Et on essaye d'avoir beaucoup de langues. On a des associations où on a 15 langues différentes qui décrivent l'assaut. Du coup, l'idée, c'est qu'on puisse faire écouter directement à quelqu'un qui parle en bambara et qui ne parle pas français, et je lui donne mon téléphone et je dis, écoute ça. Et lui, il écoute en bambara un descriptif, par exemple, d'un assaut qui va l'aider s'il a un problème de santé. Il y a quelqu'un qui lui raconte en bambara qu'il y a Afri Santé à Noailles. Je vais vous montrer le côté dédié aux audios. Ici en bas, on peut se déplacer de la carte au lieu, aux expériences, et on a mis aussi le casque. Du coup, là, c'est les audios. Et du coup, si ça charge, je peux toujours filtrer. On va faire santé. Et par exemple, on voit qu'on a à Caliste, il y a quelqu'un au quartier nord, il y a le Château en Santé, qui est une association qui s'occupe de santé, qui a des médecins et des psychologues, et qui accueille tout le monde. Il ne faut pas avoir la CMU, on peut y aller. Et du coup, là, c'était un Comorien qui nous en a parlé et qui a enregistré en comorien un descriptif. Je vais brancher le téléphone, je vais essayer de voir si j'arrive à vous le mettre, comme ça, pour avoir une idée. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent le comorien ici? Oui? Alafu quartier Calisting ona harmaye centro medicali o malala o ma docteur o ma
wandu wako wanga madokteri wako parwa madokteri wako wana wandu walo wawade ngavo place ilo à peu près 1000 mètres carrés alafu vano e quartier kalisting yona harmaye e centre médical o malala wandu ma docteur ma wandu wako wanga madokteri. Je vous montre les autres langues qu'on a, comme ça on choisit une autre chose à écouter. Alors ça c'est les langues, il y a anglais, arabe, bambara, comorien, dari, espagnol, français, italien, kabyle, kurde, malinké, ourdou, pashtun, peul, pidgin du Nigeria, portugais, roumain, russe, soninké, soussou, turc, wolof. Qu'est-ce que je mets? Espagnol, on me demande. Allez, j'envoie en espagnol et après en arabe. Hay muchas vías para obtener el título de séjour. Y tú puedes optar como trabajador independiente, como salarié y como, no sé si habrá otro, pero como empleado de la cultura. Salarié de la culture. Cuando eres salarié de la culture, pasa a la DRAC. El dossier lo trata la DRAC. Y hay un poco más de flexibilidad porque trabajo en la cultura. Hay muchas vías para... Vous avez compris? Allez, ici en arabe. بعد إتمام دراستي وصلت للحالة الإدارية الآن بأن عندي إقامة مؤقتة تسمى طالب بعد الماستر المهني في حالة بحث عن العمل، ويوفر ذلك فضاء زمني من 12 شهر يوفرون لك لإيجاد عمل في الميدان الذي درست فيه بنفس الشروط فيما يخص الأجرة وشكل العمل في عروض بول أمبلوا. يجب التوفر على عقد عمل. Je coupe. Là, on entendait bien, c'est bien enregistré. Je passe à Martha qui voulait compléter avec une chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose sur comment on fait pour avoir ces langues, d'où ça vient. Alors là, on a deux exemples différents. Les premiers, c'est une personne qu'on a interviewée à Caliste, donc, qui parlait comorien. Donc on a fait l'entretien en français parce qu'il parle français aussi. Parfois, quand on fait un entretien, on a un interprète qui nous accompagne et c'est toujours un peu amis d'amis. C'est une petite association, la nôtre, ça fonctionne beaucoup sur... on s'investit, on y travaille. On n'a pas des moyens d'avoir des interprètes professionnels quand on fait des entretiens. Et donc, on demande à la personne qu'on interviewe de enregistrer dans sa propre langue son expérience qui semble intéressante. Parce que c'est beaucoup plus simple d'entendre quelqu'un qui nous le raconte dans notre propre langue plutôt que la lire ou de l'entendre par quelqu'un d'autre. Le deuxième exemple, en arabe, alors déjà, je ne sais pas si vous avez compris arabe d'où, parce qu'arabe, c'est très large. Je ne sais pas si de l'accent, vous avez deviné les pays. Égypte, Syrie. En fait, c'est syrienne, palestinienne, syrienne. Et là, c'est une amie qui participe au projet. Et en plus, elle a une très belle voix parce qu'elle est chanteuse. Et du coup, elle a enregistré beaucoup des extraits qui n'étaient pas dits en arabe. Mais elle a commencé petit à petit à les traduire en arabe aussi. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus, d'ouvrir la participation pour les traductions et pour essayer d'avoir le plus de langues possibles. Un autre moyen, par exemple, je ne sais pas, si tu veux montrer, Emmaüs... il y a des structures au sein desquelles il y a des personnes qui viennent de beaucoup de pays différents. Alors, par exemple, il y a Emmaüs, la communauté de Saint-Marcel. Donc, les compagnons qui habitent là-bas, ils avaient une dizaine de nationalités différentes. Donc, dans des lieux comme ça, on propose de faire des petits ateliers où, en fait, on partage, c'est un moment de partage déjà, d'essayer de raconter l'association qui les a accueillis ou qui les aide, auxquels eux-mêmes, ils ont participé pour la créer. Et donc, chacun dans sa langue, il l'enregistre. Donc là, par exemple, on voit que sur Emmaüs, on a beaucoup de langues. Ouais. Merci.
Du coup, voilà, comme notre asso, nous on est vraiment, on est 3 ou 4 à faire cette chose, mais il y a beaucoup de gens qui s'activent pour faire des choses similaires. Nous on a essayé de faire quelque chose qui aide en donnant beaucoup d'informations. Il y en a d'autres qui s'activent vraiment pour amener des vêtements à des familles qui ont besoin de vêtements. Du coup, il y a vraiment un spectre très large de façons de s'activer pour aider. Et vous pouvez utiliser du coup notre site qui s'appelle qx1.org et l'application. Et ça, ce que j'ai fait ce matin, j'ai imprimé des stickers, il y en a 500. Vous pouvez les prendre, comme ça vous nous aidez. Ça, c'est déjà une façon pour s'activer. Vous en prenez, vous les collez dans votre quartier, à l'entrée de l'école. Comme ça, les gens voient que ça existe. Il y a le QR code. Du coup, on flash le code et on a directement l'application installée sur le téléphone Android. Du coup, après, vous passez, vous en prenez ce que vous voulez. QX1, ça veut dire droit d'amarrage. Ah non, ça je sais pas. Ouais, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça veut dire exactement ça. C'est les langages, le code international des panneaux maritimes. C'est les drapeaux, les pavillons qui sont affichés sur les bateaux. En fait, chaque pavillon, c'est une lettre ou un chiffre. Et la combinaison des chiffres et lettres donne des messages. Et la combinaison du coup de QX1, c'est la réponse affirmative d'un port à un bateau qui demande de pouvoir jeter l'ancre. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'il y a 2-3 questions maximum sur QX1 pour l'instant? Après, on donne la parole à Noé, parce que comme ça, vous aurez plus d'informations et après, on laisse un temps aussi à la fin. Des questions vraiment sur l'association, sur le travail. Bonjour, je m'appelle Chloé. Je travaille aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Et je me demandais combien il y avait de gens dans votre association et surtout si vous aviez évalué l'utilisation et comment et quels étaient les résultats. Voilà, Alors, on était 3 quand on a écrit le projet. Le projet, il est déjà assez âgé, puisqu'on a commencé en 2015, on a eu l'idée, 2016, on y a commencé à travailler, et on était 3. Actuellement, on est 6 ou 7, on va dire, mais selon les périodes, par exemple, actuellement, on a une seule personne salariée sur le projet, et il n'est pas là aujourd'hui, il est au Maroc, et les autres bénévoles. Pendant toute 2019, on était tous bénévoles. Par contre, ça demande un peu de temps, et du coup, on y travaille quand même au quotidien. Et la deuxième question, c'était les retours. Donc, on a des retours statistiques avec des outils de Google qui te dit combien de visites tu as. Et là, ça monte très rapidement. On était à 1000 visites par mois il y a 2 ans. Et un peu avec le confinement Covid, où on a donné beaucoup d'infos vraiment sur les distributions alimentaires quand les gens étaient en galère. Du coup, on a eu un peu de visibilité et depuis, ça continue à monter. Là, on est à 3500 visites par mois. Ça veut dire plus de 100 visites par jour et on peut voir d'où elles viennent et il y en a 80% qui viennent vraiment de la ville. Du coup, finalement, ça fait beaucoup de monde. Surtout que nous, on aime bien que ça puisse être utilisé directement par les migrants pour trouver l'info. C'est pour ça que le site existe aussi en arabe et en anglais. Mais aussi, il est très utilisé par des gens qui travaillent dans des assos ou des militants comme nous qui vont sur notre site pour chercher l'info et après, ils la donnent à 50 personnes. Du coup, les 3000 visites, après, elles se multiplient pour toutes les personnes qui reçoivent l'info qui a été trouvée sur notre site. Du coup, ça commence à avoir une certaine visibilité. Une chose que j'ai oublié de dire jusqu'à là, et je l'ai dit même si ce n'est pas la réponse, c'est que l'année dernière, on a collaboré avec des collectifs de Milan et de Venise qui ont fait le même site et la même app. Du coup, on les a aidés, on leur a montré comment on fait. Et ils ont refait, si vous allez sur Internet, vous cherchez QX1 Milan, QX1 Venise, du coup c'est 2 villes italiennes, pas par hasard puisqu'on est italien. Mais l'idée c'est que d'autres villes aussi en France puissent faire la même chose, pour créer une sorte de réseau qui ont le même outil. Et pour quelqu'un qui est en voyage, il sait déjà qu'il va arriver dans une ville où il va trouver ce type de répertoire et de cartographie.
Du départ, en fait, l'idée c'était de créer un outil et de pouvoir le donner à qui a envie de s'en servir. Du coup, par exemple, s'il y a quelqu'un ici de Toulouse, de Paris, d'autres villes qui sait qu'il y a un petit réseau de collectifs, ben nous, en fait, on est super contents de pouvoir partager ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de donner toute la connaissance informatique, dire l'outil informatique. Et puis, c'est au collectif de notre ville de remplir les contenus, c'est-à-dire de collecter les adresses des associations, de les rencontrer, les associations, de faire des entretiens et du coup, d'alimenter la carte et les récits. Bonjour. Samia Chabani de l'association Ancrage. Moi, je voudrais vraiment féliciter le travail qu'a fait l'équipe de QX1 pour rendre visible l'offre de ressources dans la ville. Et je voudrais témoigner du fait qu'aujourd'hui, c'est un des outils les plus utilisés, y compris par les travailleurs sociaux, les professionnels qui accompagnent les publics migrants. Et alors, il a existé pendant très longtemps des répertoires, y compris numériques, de l'offre de services aux publics migrants et aux professionnels. Mais je crois que la plus-value de votre carte et de votre site, c'est d'associer la question des lieux, des expériences et des récits, mais c'est aussi de répertorier des services qui sont des services publics, des services associatifs ou même collectifs ou bénévoles, et dans un même outil, et donc qui croise la question de l'accompagnement juridique qu'a évoqué Michel Ager tout à l'heure, mais aussi l'accompagnement social, et surtout la place qu'aujourd'hui prennent les citoyens dans l'accueil et l'hospitalité faite aux migrants. Et je pense que cet accueil inconditionnel, il est vraiment très valorisé dans ce site, et donc je vous en remercie. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est moi du coup. Je me demandais si par rapport aux actions que vous avez faites, quelles conséquences réelles elles ont eues et qu'est-ce que ça a changé directement, quels changements ont été amenés et surtout pourquoi, ça c'est une question que je pose un peu à toute la salle, je me demande pourquoi est-ce qu'on continue quand même de voter, de faire des actions qui quand même amènent au même résultat, à aucun changement. En gros, pourquoi on continue à voter pour des présidents qui font des choses qu'après on n'aime pas? Pourquoi est-ce qu'on continue à ne pas réfléchir en faisant ces actions-là? Voilà. Alors, c'est une question qu'on se pose tous, franchement. Après, là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par hasard qu'on est tombé sur des classes si bonnes, mais ça donne de l'espoir de voir que sur les 200 personnes qu'on est là, plus ou moins, on se trouve tous d'accord. Ça laisse penser que dans 5 ans, on ne votera pas comme on vote maintenant. Du coup, sauf si vous changez d'avis, mais j'espère que vous n'allez pas changer d'avis d'ici 5 ans. Noé, c'est à toi. Et puis, je pense que tout ne se résume pas au vote. Tout ce qu'on est en train de raconter ici, justement, montre que c'est pas par déléguer quelqu'un qu'on va résoudre les choses, c'est pour prendre, comme tu disais, son destin en main et agir directement. Donc, je pense que ça, on le retrouve aussi dans vos questions, c'est cette envie-là de faire. Alors, il faut que je fasse une transition pour parler de cartographie. Mais je pense qu'une des manières d'agir aussi, c'est d'exercer un regard critique sur les choses, de se poser des questions. Je pense que ça a été beaucoup dit de plein de façons différentes, mais de se poser toujours la question de pourquoi, de comment, etc. Et c'est comme ça que je vais faire ma transition cartographique, puisqu'on m'a demandé de venir porter un regard un peu décalé sur notamment le travail de QX1 qui est cartographique, parce que je suis cartographe, mais je ne travaille pas du tout sur l'immigration. Donc, regard décalé. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et ça a déjà été soulevé, c'est la façon dont cette plateforme relie l'outil carte aux récits et aux expériences vécues, en fait. Et en fait, on retrouve l'individu derrière la carte, on retrouve les trajectoires, les moments vécus, l'expérience, en fait, qui est une chose extrêmement
masqué et invisible dans la cartographie, on va dire, classique, conventionnelle. Donc je vais faire des petits détours pour ramener un peu des réflexions généralistes sur la carte. Et puis je reviendrai, je reconclurai sur QX1 et son travail. Mais je crois qu'il faut donc rappeler que la cartographie, c'est une représentation graphique d'un récit, d'une histoire. Au même titre qu'on a entendu des histoires de personnes, une carte raconte une histoire aussi. Et c'est une histoire qui parle de notre rapport à l'espace. Cette histoire, en général, elle traite plus ou moins toujours de où sont les choses, pourquoi elles se répartissent comme ça, d'où viennent les choses. Donc elle traite de questions de rapport à l'espace. Et pour comprendre un peu l'objet carte, qui est très présent dans nos vies, il va y en avoir donc dans vos smartphones. Vous allez les utiliser pour trouver un endroit dans la ville, vous allez regarder sur un abribus, vous allez en avoir à la télévision, au journal, dans les journaux, dans vos manuels scolaires, vous en avez beaucoup aussi. Et en fait, ces cartes, à l'origine, c'est des outils de pouvoir. Et donc, ça a un sens particulier, c'est-à-dire que c'est conçu pour regarder, observer, gérer, contrôler, organiser les choses dans l'espace. Donc initialement, bon, c'est un poncif de le dire dans le milieu cartographique, mais je pense que c'est bien de le rappeler, c'est donc un outil militaire qui permet d'avoir des stratégies et d'avoir de l'information localisée stratégique. D'ailleurs, l'IGN, qui produit beaucoup des cartes en France, que vous pouvez acheter pour aller faire des randonnées ou pour avoir une information sur une zone, l'IGN a longtemps été géré par le ministère de l'Armée en France. C'est récent que c'est dans le domaine public. Et dans les cartes, il y a des choses qui n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des cartes militaires qui sont plus précises que les cartes que nous, on a. Parce qu'il y a des informations stratégiques. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément notion, puisqu'on a tendance à avoir la carte comme une représentation du réel. C'est-à-dire que, pour utiliser un gros mot, c'est un outil performatif. Il suffit d'énoncer une forme dans la carte pour lui faire prendre réalité. On va concevoir que c'est comme ça. Et donc ce pouvoir, on pourrait dire, qu'a l'objet cartographique est important à comprendre pour exercer un regard minimum critique sur ce discours, puisque en fait une carte c'est aussi, donc, comme je le disais au début, un récit, donc c'est un choix, c'est quelqu'un qui décide de dire quelque chose. Et on peut dire plein de choses différentes avec les mêmes données, on peut dire plein de choses différentes sur une carte, et on va devoir comprendre quelle était l'intention de l'auteur. Et donc ça m'amène à l'idée que la carte est aussi un outil normatif, c'est-à-dire que la façon dont on représente les choses sur les cartes, pour nous, c'est la façon dont s'organise l'espace, la géographie. Sauf que, en fait, tout ça répond à des normes, et des normes qui sont expressément faites pour gérer l'aménagement du territoire, par exemple, l'urbanisme. Donc, décider, cette zone, elle va servir à faire de la nourriture, cette zone va servir à habiter, à faire des habitations, etc. Et donc, toutes ces normes donc, de représentation graphique derrière la carte sont surtout utilisées dans cette visée-là. Et on a tendance à garder cette mode de représentation comme une réalité géographique. Là où ça peut poser problème, c'est qu'en fait, c'est une approche, on va dire, agrégée, qui a tendance à mettre tous ensemble plein de vécus, plein d'expériences, plein de réalités différentes qui ne se retrouvent pas forcément dans cette carte. Si on prend l'exemple de Marseille, vous avez chacun probablement une expérience de la ville, une façon de vous y déplacer, d'aller y avoir des activités de loisirs. Votre famille vient sûrement d'un quartier plutôt que d'un autre, ou même de très loin, mais enfin, vous avez une pratique de la ville qui vous est propre. Et donc, on a chacun notre ville. Quelque part, on pourrait chacun dessiner sa carte de Marseille. Et là où je veux en venir, c'est que sur les questions migratoires, la carte la plus fréquente qu'on a en tête, et le mot a été donné tout à l'heure, c'est la carte de flux. On a vraiment cette tendance à nous présenter
la migration comme un flux venant d'ailleurs à un endroit. Et cette carte de flux, en fait, elle est aussi à discuter parce qu'en fait, un flux, c'est un comptage qui peut être fait à un endroit ou à un autre, qui peut être fait d'une certaine façon. Et il utilise un mode graphique qui renvoie à un sentiment d'invasion, à un sentiment d'urgence ou de phénomène qui débarque et qui n'est pas anodin. Et c'est là où c'est complexe avec les cartes, c'est que ça manie un langage qui est graphique, donc qui joue sur votre subjectivité en fait aussi. Les couleurs par exemple sont jamais anodines. Il faut toujours se poser la question de pourquoi il y a une certaine couleur dans les cartes. Et tout ça met à distance, quand on met en carte, le risque principal, c'est de mettre à distance l'expérience. C'est de mettre à distance les individualités, les récits. Et c'est, pour revenir à QX1, je ne vais pas faire trop long parce qu'on est déjà tard, mais pour revenir à le travail de QX1, ce que je trouve particulièrement riche et percutant et radical dans sa façon, c'est de ramener toutes ces expériences dans la carte, avec de l'audio notamment, avec ces récits, ces textes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très très riche, surtout pour parler de migration. Parce que, en fait, derrière une carte de flux, derrière une flèche qui va d'un pays à un autre, il y a des fois 1000 façons de faire ce trajet, 1000 choses à raconter sur ces trajectoires, des endroits qui sont difficiles à passer et des expériences qui sont difficiles à dire. Et il faut donc voir ces cartes, je pense, avec un regard critique et se poser la question de quelles sont les expériences vécues par les gens derrière ces flèches sur les cartes. Voilà, je vais m'arrêter là, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais j'espère qu'au moins ça vous aura amené un peu de réflexion sur l'usage de la carte. Pensez toujours, quand vous envoyez une, à vous demander quel est le message qui est derrière. Merci. J'arrive. En fait, c'est vrai que je n'ai pas fait de transition entre QX1 et toi, Noé. Parce que un des objectifs d'aujourd'hui, c'était aussi de vous montrer qu'il y a des instruments qui sont utilisés par des associations qui sont aussi les mêmes que ceux qu'on peut utiliser dans les sciences sociales. Du coup, dans l'anthropologie, dans la sociologie et bien d'autres. Et effectivement, la carte, ce qu'on s'est dit aussi un peu dans les réflexions qu'on a portées tout au long des dernières semaines, en fait, une carte, elle ne dit pas juste des choses, des personnes, des lieux, de ce qu'on représente, mais aussi des personnes qui les font, qui les créent. Du coup, c'est vrai aussi que ce qui est intéressant de voir, par exemple, par les cartes qu'on vous présentera de suite, qui fait des marques on crée exprès pour cette journée, ces cartes-là, elles les ont fait à partir des récits, mais ces données-là qu'ils ont récoltées sont passées par leur expérience à eux et aux gens qu'ils ont rencontrés. Mais si on vous demande de faire les mêmes cartes, vous pourrez les faire de façon complètement différente. Du coup, ça c'est important de voir toujours les deux côtés. De quoi ça parle, mais c'est qui l'a créé, c'est qui l'a écrit, et d'où il vient cette personne, et qu'est-ce qu'il veut dire, et à qui. Il y a toujours un contexte, il n'y a rien de neutre. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez, je ne sais pas, nous on s'était dit aussi que l'outil carte, c'est quelque chose que vous avez sans doute dans les manuels, comme tu le disais Noé, dans votre classe, dans vos classes. Est-ce qu'il y a des cartes qui vous ont marqué dans votre parcours scolaire, des cartes, qu'est-ce que vous pensez un peu de cet outil? Il y a des réactions par rapport à ça en général, ou par rapport à ce que Noé disait? Toi tu avais... Bonjour, je m'appelle Marion Frelat, je suis fraîchement diplômée de Sciences Po Aix, donc je ne vais pas trop prendre de la place dans la voix des collégiens. Oh non. Merci beaucoup. C'est une question... déjà, je vais commencer par ça. Du coup, je suis super impressionnée par tous les échanges qu'il y a eu aujourd'hui, par ceux qui ont posé des questions et par ceux qui n'ont pas forcément posé de questions, mais qui se sont eux-mêmes posé des questions. Et j'espère que ça pourra continuer à amorcer, comme je l'ai dit, des réflexions critiques sur tout ce qui est en train de se passer dans notre monde. Et je vous félicite aujourd'hui je ne connaissais pas du tout l'association Conscience, c'est assez incroyable ce que vous faites.
Moi, j'ai une question qui est très simple. C'est juste une petite réflexion que je me suis faite quand vous avez expliqué votre initiative pour QX1. Vous associez, je trouve ça super chouette d'associer des récits biographiques, en fait, de faire rentrer un peu la trajectoire biographique des personnes. Et pourquoi pas y associer des images et des photos des personnes qui parlent, parce qu'il y a une conférence super intéressante sur l'utilisation de la photographie dans la recherche en sciences sociales, et ils expliquaient justement tout ce passage d'émotion par les images et par les photos des personnes enfin, peu importe. Et c'est une petite réflexion que je me suis faite. Pourquoi ne pas associer ça dans votre appli? Voilà, merci beaucoup. On s'est posé la question. Au départ, ce n'était pas un de nos objectifs passer par la photo. On s'est posé la question quand on a vu qu'on a beaucoup de textes, des cartes, mais aucune image. Mais en fait, je pense que tout d'abord, il y a la question de quelqu'un déjà qui livre son histoire. Ce n'est pas forcément une évidence pour tous. Et il y a certaines personnes aussi qui, déjà l'effet de l'anonymat dans leur nom, ça fait qu'il y a des informations sensibles. Et il y a aussi des choses, peut-être un peu ce qu'évoquait Noé dans l'autre camp, dire des militaires stratégiques, mais aussi passer à travers les filets des institutions, il y a des informations sensibles qu'on n'a pas envie de livrer à tout le monde. Du coup, il y a un peu ce côté de préserver la sécurité des personnes aussi. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de mettre son visage. Donc la question des images reste ouverte. Est-ce qu'il y a d'autres images qui peuvent être associées aux histoires? C'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Puis s'il y a des idées, on est évidemment preneur. Oui, je voudrais dire un mot à propos de ces images, parce que la question des migrations et la question des réfugiés en particulier, c'est des thèmes où, dans les médias, mais aussi dans l'art, dans la photo, il y a énormément d'images qui sont très fortes, qu'on dit, elles cherchent l'émotion. Elles cherchent l'émotion, elles cherchent éventuellement la compassion, ou elles cherchent éventuellement à faire peur. Parfois, il y a des images qui vont vous montrer une foule de migrants qui va vous faire peur, où il n'y aurait que des hommes, par exemple. Et en fait, cette image, elle a été faite relativement près, sur une centaine de personnes regroupées quelque part. Et si vous dézoomez, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne autour, par exemple, que c'est vide. Et donc, cette impression de masse, c'est, comme pour les cartes, l'intention qu'il y a derrière la photo. Simplement, comme c'est une photo, on croit que c'est la réalité. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire pour le message, si on peut faire passer, faites attention aux images. Surtout quand vous parlez de ces sujets qui sont très, très sensibles. Pour les camps de réfugiés, moi j'ai fait très souvent des tas et des tas de conférences dans le monde à propos des réfugiés et des camps de réfugiés, et j'ai systématiquement refusé de mettre des images, de mettre des photos. Parce que dès que vous mettez une photo d'un camp de réfugiés, eh ben vous ne pouvez plus rien dire derrière, ça ne sert à rien. La photo a été plus forte que toutes les explications que vous allez donner. Et on va vous montrer toujours la même photo. Une photo aérienne, ou en tout cas prise de hauteur, où on voit vers le bas des gens qui sont dans des tentes, en général avec les écriteaux du Haut Commissariat aux réfugiés. Et vous voyez un petit peu des gens comme ça, comme des fourmis qui sont là. Et en fait, c'est tout faux. Je peux vous dire que les camps de réfugiés, ça n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Les camps de réfugiés, c'est des lieux qui se sont déjà transformés, où les gens ne sont plus vraiment dans des tentes, ils sont dans des cabanes, dans des maisons en terre qu'ils ont eux-mêmes éventuellement construit, reconstruit, qu'ils ont passé aux uns et aux autres. Et donc vous avez plutôt souvent l'impression de petits villages ou d'un quartier un peu pauvre, où il y a beaucoup de gens, ça grouille de partout, il y a des petits commerces, il y a des petits trucs. Donc, pourtant, toujours, vous voyez, quand vous faites camp de réfugiés, vous avez toujours la même photo, ou en tout cas la réplique de toujours la même photo. Et quand on vous parle de migrants aux frontières, ben vous avez toujours ces migrants masculins qui vont faire peur, etc. Comme on a vu avec le débat d'ouverture de ce festival, en fait la migration, elle est aussi très féminine. Il y a beaucoup de femmes, pratiquement autant que d'hommes, peut-être 40%, 60%. Il y a beaucoup de familles, des femmes et des enfants, etc. Donc voilà, le message c'est celui-là. Sur ces sujets-là en particulier, faites attention aux images, faites attention aux photos,
regardez-les aussi avec ce double regard critique. Quelle a été l'intention du photographe de faire cette photo et du support de l'institution, du média, de la télévision, du canal de télévision qui vous la montre. Voilà. Ben, parce que du coup, on en était aux cartes qu'on connaît, et que voilà, il y avait déjà des personnes qui s'étaient manifestées pour parler de leur expérience avec les cartes. Il y avait quelqu'un par là, et puis notre collègue ici. D'accord. Alors, moi, je me souviens que l'année dernière, avec ma classe, notre prof nous avait donné une carte. Madame de Casabianca, big up. Non, elle n'est pas là. Mais elle aurait aimé, je pense. Et en fait, on avait une carte avec un audio derrière. Et en fait, on avait une flèche qui montrait ce parcours d'un migrant qui était dans le collège. Enfin, un adulte. Et en fait, on écoutait cet audio. Et en fait, c'est comme si on faisait le parcours avec lui, parce qu'il nous racontait ses histoires. Enfin, cette histoire, du moins. Et il partait de son pays, parce qu'il avait des problèmes politiques. Il y avait des problèmes politiques, donc il a traversé le désert pendant 4 jours. C'était très dur. Et après, il s'est fait emprisonner parce que j'avais oublié pourquoi, mais il s'est fait emprisonner. Et après, la traversée de la mer Méditerranée est aussi très compliquée par rapport justement aux intempéries et tout ça. Et le moment où il arrive à Marseille, ça a été aussi trouvé compliqué par rapport à trouver des contacts. Comme on le disait tout à l'heure, trouver des bonnes rencontres. Il a été au théâtre, au conservatoire, je ne sais plus trop où. Et après, tout était mieux, il avait un logement et tout. Et après, donc, du coup, il travaillait dans notre collège. Voilà. Et le temps qu'une question se manifeste, je peux embrayer ou Parce non. que si personne se manifeste, on sait qu'il y a... En fait, on a eu des informations. On sait qu'il y a une classe aussi qui a réalisé des cartes exprès pour aujourd'hui. Voilà. Est-ce que quelqu'un de vous veut venir on a besoin du projecteur et de quelqu'un du lycée Léo qui vient. Alors, il y a du monde qui part. Bonjour. Bon, ça s'élargit le plateau. Et je vous laisse là. Donc, bonjour à tous. En préparation du festival, on a fait un travail avec les secondes MRC du lycée Lowe, qui est un lycée professionnel, autour des chemins migratoires de leurs parents et grands-parents, pour leur montrer qu'en fait, on est tous un peu migrants, de par notre histoire personnelle. Donc, il y a eu des récits clairs, des récits un peu plus vagues, en fonction des familles et de ce qui s'est transmis entre eux. Et on a fait de ces récits des cartes, enfin une carte, qu'on a, voilà, donc qui montre en jaune les chemins migratoires des grands-parents et en bleu les chemins migratoires des parents. Donc on peut voir que vraiment c'est varié et que ça concerne sur 15 élèves, je crois 13. Donc je m'y suis mis aussi, puisque mon grand-père vient d'Uruguay. Et voilà, donc on peut voir que ça concerne tout le monde. Et on a fait une discussion autour de qu'est-ce qu'un migrant, pourquoi migre-t-on, pardon. Et du coup, quels sont les besoins des migrants? On voit qu'ils sont vraiment différents en fonction de l'histoire de chacun. Et comment nous, au niveau du lycée, on peut les aider, puisqu'on a aussi des mineurs isolés, on a des élèves qu'on doit aider. Donc on voudrait faire un petit comité au sein du lycée pour répondre aux questions éventuelles de certains. Voilà. Et vous avez l'exemple de Charlène qui a participé au projet et qui va nous raconter rapidement son histoire familiale, si elle veut bien. Bonjour, donc je m'appelle Charlène.
Mon père, du coup, il a migré dans deux pays différents. Donc mon père, il est né à Madagascar. Il est parti aux Comores. Et des Comores, il est venu en France. Voilà. Merci. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de montrer comment la carte peut être aussi un outil de confrontation de nos usages, de partage d'expériences, et qui est en fait au-delà d'un objet que vous traitez un peu de façon distante sur votre téléphone ou sur un journal ou sur un mur. C'est aussi quelque chose qui se construit, qu'on peut fabriquer ensemble. Donc c'est aussi un dispositif qu'on peut travailler collectivement et qui permet de confronter des vécus et qui permet de traiter d'une question les uns avec les autres. Et je pense que c'est une des autres pratiques, on va dire, critiques de la carte. On a eu une première pratique présentée par QX1 qui était de visibiliser quelque chose qui est peu visible, quelque chose qui est absent ou masqué. Et là, on a un outil de la carte comme un moyen d'émancipation aussi. Et voilà, je trouve que c'est un super exemple. Bravo pour l'exercice. Bon, là, on s'apprête à conclure les forums. On voulait vous présenter 3 cartes qui vont un peu dans le sens des réflexions d'aujourd'hui. En fait, c'est des cartes qui montrent quelque chose, donc elles veulent raconter quelque chose. Comme disait Noé, c'est pas des cartes qui sont neutres, mais là, à l'occurrence, c'est des cartes qui veulent visibiliser des phénomènes et en sorte les dénoncer. Et donc, on vous les présente très rapidement et puis on voit s'il y a quelques échanges qu'on peut faire ici, mais c'est aussi pour vous donner quelques éléments, quelques billes pour développer, alimenter votre regard critique sur notre société. Voilà, je laisse la parole à Fédé. Oui, ce qu'on pourra faire peut-être, si vous voulez, c'est qu'on envoie aussi ce PDF aux profs et comme ça vous aurez, ils l'ont déjà à ce qui paraît. Et donc oui, comme Martha disait, c'est des cartes qui ne sont pas notre site, qui ne sont pas l'outil principal avec lequel on donne les infos, mais c'est plus des cartes d'analyse qu'on a fait à partir des récits qu'on a récoltés. Et l'une des choses qui revient beaucoup, c'est la demande d'asile, le fait d'aller à la PADA, c'est la plateforme asile, c'est le guichet de l'État où on doit dire « je veux demander l'asile en France ». Quand on a commencé le projet, la PADA, elle était à côté de la préfecture, au centre-ville, pas loin de l'OFI et du GUDA, c'est 2 autres guichets où on doit aller pour faire les démarches de la demande d'asile. 2 ans après, ils l'ont déplacé plus proche de la gare, à côté du Vieux-Port, à l'Alpugé, en plus en face de l'université. Ça a tenu quelques temps devant l'université à l'Alpugé, et après ça a été déplacé encore une fois, encore plus au nord, à Bougainville. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça a été mis à côté du CRA, du coup c'est le centre de rétention administrative, c'est la sorte de prison où souvent les migrants sont amenés. Et à côté de l'unité d'hébergement d'urgence, où si on n'a pas un endroit pour dormir, on peut essayer d'aller dormir. Donc, dans les récits qu'on a récoltés, on voyait que ce déplacement progressif vers les quartiers nord, ça posait des problèmes aux gens. Ça devenait de plus en plus difficile de faire les démarches, puisqu'on s'éloignait des autres endroits où on devait aller. Du coup, on a essayé dans cette carte de montrer ce fait, que la PADA, au début, elle était très accessible, et là, elle devient moins accessible. Et en plus, on vous a mis sur le fond, et ça rejoint un peu ce que Noé disait. Là, c'est nous qui avons choisi des données. On est allé chercher des données officielles à l'INSEE sur la pauvreté à Marseille. Et on voit que là où c'est plus clair, le rose clair, c'est des quartiers où il y a très peu de pauvres. Et là où ça devient rouge plus foncé, il y a plus de familles qui n'ont pas de ressources.
Et du coup, on montre avec cette carte comment aussi on est en train de déplacer la plateforme asile, d'un endroit où on était dans des quartiers assez aisés à un endroit où il y a plus de pauvreté, plus de problèmes, et ça n'aide pas ces quartiers probablement, et ça n'aide pas les gens qui se retrouvent à aller faire leurs démarches dans ces quartiers. Une question aussi d'éloigner du centre-ville. Là, à la Alpugé, la question des migrants était très visible, donc ça appelle peut-être, mais bon, des réflexions qui iront plus loin plus tard, sur l'effet de visibiliser ou invisibiliser les phénomènes des migrations, comme c'était dit par Michel tout à l'heure, par les médias. On peut avoir une forte visibilisation d'un phénomène à un moment donné, aussi pour des raisons politiques, et puis d'essayer de l'invisibiliser au moment où on requalifie les centres-villes et on a envie d'éloigner les problèmes qui s'est généré autour de Alpugé. Bon, peut-être qu'on interrompt parce que tout le monde va partir. Vous pouvez éventuellement les voir en classe avec vos enseignants. On laisse un mot de fin. Au revoir et à bientôt. Merci, merci beaucoup.